La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. La mémoire des poilus. En cette année 2014, comme chaque village de France, Verdun célèbre en grande pompe ses morts de la Grande Guerre. Mais il existe un autre héritage de 14-18. Un héritage secret. À quelques kilomètres de Verdun. Pour trouver ce que nous cherchons, il faut encore marcher 500 mètres en forêt. Au bout du chemin, une clairière. Voilà, c'est ici. Ici, à la fin de la guerre, 200 000 obus allemands remplis d'arsenic ont été brûlés. Depuis, l'herbe ne repousse plus. C'est resté comme ça depuis toujours. Depuis la fin des années 20, depuis que les obus ont été démantelés, la végétation n'a pas réussi à coloniser encore. On a une quantité d'arsenic qui est à peu près de 16 tonnes sur ce site-là. Et 16 tonnes d'arsenic, sous la forme la plus toxique, qui est probablement celle qui est présente ici, ça représente une dose létale pour plus de 100 millions de personnes. Donc là, ici, on a de quoi d'avoir 5 fois le bilan de la guerre de 14. Quoi. Ouais, ça fait peur. Hein. Daniel Lefort est un élu du coin. Et pourtant, ce jour-là, il découvre avec nous l'existence de la clairière empoisonnée. C'est pas normal que ce soit pas protégé comme ça. Hein. Il est où le grillage? C'est ce qui est par terre? Oui. C'est pas protégé, il n'y a pas de grillage. Oui, tu vois. On le voit. On ne voit pas trop. Au sol, des petites bouteilles en verre, apparemment inoffensives. Mais il ne faut pas s'y fier. Voilà. Donc là, ces petites bouteilles, en fait, c'était des bouteilles d'arsine, hein, le toxique qui était contenu à l'intérieur des obus. Donc, qui ont été mises au jour par un blaireau qui traîne dans le coin. C'est quand même des choses qui risquent d'être encore contaminées avec des traces d'arsenic. Donc là, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. On est à l'extérieur de la clôture. Voilà, on peut venir s'y promener en famille, on peut venir ramasser des champignons, on peut venir ramasser ces petites bouteilles. A priori, rien ne laisse penser que ça peut être une bouteille qui a contenu un gaz de combat. L'eau de pluie dissémine l'arsenic aux alentours. C'est en découvrant cet endroit, surnommé la place à gaz, que nous avons eu envie d'enquêter sur les conséquences cachées de la Grande Guerre. Au début de notre enquête, nous partons en Picardie, au cœur des zones de combat de 14-18. Le chemin des Dames, au lieu de l'affrontement franco-allemand. Nous avons rendez-vous avec Jean-Luc Pamard, un agriculteur. Dans ses champs de pommes de terre, au moment des labours, il récolte chaque année une quarantaine d'obus. Quand on regarde bien, il y en a partout. Le plus dangereux, ce sont les obus qui sommeillent dans la terre depuis 100 ans, sans avoir explosé. Des ratés de tir. Donc, celui-là, c'est un raté. Faut faire attention parce que parfois, ça peut être un obus à gauche, j'aime pas trop, pas très sympathique. Ouf. Cette terre, elle a encore ses intrus, cette ferraille, des balles, il y a tout. De temps en temps, même des ossements, de temps en temps un corps. Elle est imprégnée, de rouille. Hein. C'est une terre rouillée. Souvent, je dis rouillée et rouge de sang, rougie de sang. 1 milliard d'obus ont été tirés entre 1914 et 1918. Rien qu'au chemin des Dames, 500 bombes se sont déversées à la minute, au plus fort de la bataille. Voici à quoi ressemblait la ferme de Jean-Luc Pamard et ses champs de pommes de terre à la fin du conflit.
passe devant, on ne se rend pas compte. Hein, on peut se dire, tiens, il ne s'est rien passé ici. Hein. Et pourtant, tout est là. Tout est là. Je dirais à 1,5 mètre, 2 mètres de profondeur, on a le champ de bataille complet. Alors, je le mets là. On estime à 100 millions le nombre d'obus non explosés, toujours enfouis dans le sol de la France. Le jour de notre tournage, les démineurs de la sécurité civile viennent rendre visite à Jean-Luc Pamard. Ah bah tiens. C'est pas marrant. Ça va? Ça va et vous? Toujours content de vous voir parce que ça enlève un peu de cette saloperie. Bah oui, Hein? comme tous les ans. Ouais. La récolte, t'as été Voilà, j'ai bonne? une petite récolte de grenades en plus. Oh, ben. Ça veut dire que vous allez les faire sauter, non? Ouais, de grandes chances, oui. Hein? Oui, oui, bien sûr. Ouais, il y a une petite réserve là. À l'oreille, le démineur identifie même un obus chimique qui n'a pas explosé. Ah oui? C'est le cas. Alors bon, il faut un peu d'expérience pour le déterminer. Mais À l'intérieur du gaz moutarde, si on avait qui rend aveugle, ce qu'on appelle ou de l'arsenic, un poison mortel. Toute la cargaison est emportée sur un site spécial, dans une zone militaire. Trop instables, les grenades en revanche vont être détruites sur place. Dans la région, la collecte des vestiges de guerre est un véritable hobby. Nous avons rendez-vous avec un collectionneur. Donald Browarski. Il a constitué chez lui un véritable petit musée privé. Bon, alors là, vous voyez, tous ces objets qui sont rassemblés ici, ben, ils ont été trouvés pour la majeure partie dans les champs à moins de 40 cm de profondeur. Hein. C'est suite à des constructions ou alors quand les agriculteurs travaillent les terres dans les champs. Hein. J'ai entendu par des anciens de 14-18 qui me disaient, bon, bah, les obus, il y avait des dépôts d'obus, bah, qu'est-ce qu'on en a fait? Bah, on les a balancés dans les abris, puis ils sont là, puis c'est tout. Celui-ci, Oui. c'est un dépôt où il y aurait des obus ou des grenades? Et il y aurait des grenades. Et le dépôt où il y a des obus ou... À Mareuil, le pont de Mareuil, il y avait un pont là pour aller sur Duisan, et les canons se camouflaient la nuit là. Donald nous met sur une piste. Une grotte, près du chemin des Dames. Des pompiers spécialisés ont accepté de nous conduire dans un dépôt de guerre oublié. Seule condition, le lieu doit rester top secret. Tenue de spéléo obligatoire. Là par contre, c'est obligé de le mettre ça. Bah, il vaut mieux pour la tête. Passe devant? Ouais, vas-y, passe devant. Puis après, tu arrives au tunnel qui est effondré, puis là, on s'arrêtera là. Nous rampons une demi-heure. Au bout du boyau, une galerie. Une cache aménagée par les Allemands en 1914, à 10 mètres sous terre. Certaines munitions peuvent encore exploser. Servait justement à transporter les munitions ou bien d'autres choses. Donc on tombe sur une grenade qui se trouve être vide. Des morceaux de manche. Attention les gars, stop. Ouais. Là, ce qu'il faut faire attention ici, c'est qu'on en a au sol des grenades. Tu vois la petite partie cylindrique ici, ça c'est le détonateur. Si on le prend dans la main et qu'on le met dans la poche, qu'on le manipule, qu'on le casse, comme c'est fortement corrodé, il y a environ 1 gramme d'explosif dedans, bah, ça peut faire péter la main sans problème. Ça fait exploser la main. Donc ça, c'est à mettre sur le côté et ce sera à transporter, à détruire. On voit qu'il y a des gouttes d'eau qui perlent. Donc ceux-là, oui, ça vaut le coup de les enlever aussi. Toute la matière jaune au fond, c'est l'explosif. Là, on est sur le côté allemand. Des trous comme ça, il y en a tous les 50 mètres. Il suffit de creuser. C'est pas un seul trou, c'est des trous partout. C'est un vrai gruyère. Au sol,
des centaines de munitions en train de rouiller et de libérer leur contenu dans la terre. Notamment du perchlorate, la poudre explosive contenue dans la plupart de ces obus. Daniel Hubé est hydrogéologue. Les dangers du perchlorate, il les connaît bien. C'est des perchlorates, voilà comment ça se présente. Comme une poudre blanche, d'aspect anodin, ça ressemble à du sucre. Mais lorsque ça s'est dissous, ça peut effectivement rentrer dans le milieu naturel et polluer d'importants volumes d'eau. Le perchlorate perturbe la croissance des bébés. Dans ce flacon, de quoi polluer 50 000 litres d'eau potable. Quand les obus se désagrègent, le perchlorate se retrouve dans la terre. Il peut descendre jusqu'à la nappe phréatique et contaminer le réseau d'eau potable. En 2012, première alerte. L'eau du robinet polluée dans 544 communes du Nord. Une pollution au perchlorate, c'est un produit dangereux. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont concernés et la préfecture s'apprête à prendre un arrêté de restriction de consommation. Ça me fait un peu peur, moi, par rapport au biberon de la petite, quoi. Quand elle boit encore ses biberons de lait, donc comment les nettoyer, on ne sait pas. Pour la cuisine, il faut faire la cuisine avec d'autres bouteilles. Bon, on fera avec d'autres bouteilles, si on n'a pas le choix. Depuis 2012, les agences régionales de santé ont établi qu'il pourrait y avoir un lien entre cette pollution de l'eau du robinet au perchlorate et les zones de bombardement. Pour preuve cette carte. En blanc, la zone de pollution au perchlorate. Elle correspond en grande partie à la zone des combats de 14-18. En grande partie, mais pas totalement. Comment expliquer que certaines zones polluées se trouvent à l'écart des zones de combat ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons rendez-vous au fort de Vincennes, le siège des archives militaires françaises. Nous y retrouvons Daniel Hubé, l'hydrogéologue. Il étudie de vieilles cartes d'état-major et il émet une hypothèse. Aux abords du front, les militaires ont pratiqué des pétardages. C'est-à-dire qu'ils ont détruit les stocks d'obus non utilisés après la guerre. Des explosions en plein champ. Cette pratique a-t-elle pu entraîner une pollution? C'est ce que semblent confirmer des études américaines. Dans ces études américaines, on montre que lorsqu'on pétarde une munition, il y a entre 1 à 50%, voire jusqu'à 80% du contenu de la munition qui est expulsé sans brûler, sous forme de fragments qui font plus d'1 millimètre et qui ont une durée de vie dans le sol de plus de 100 ans. Officiellement en France, il n'existe pas de lien entre les pétardages de l'armée et la pollution. Pour vérifier si l'hypothèse de Daniel Hubé est bonne, nous allons tenter une expérience. Mesurer la pollution au perchlorate sur un site de pétardage. Mais la première difficulté, c'est de trouver l'un de ces sites en l'absence de toute carte officielle. Nous sommes aux archives du Nord-Pas-de-Calais. Nous y débusquons un document précieux datant de 1932. Un relevé de 11 sites de pétardage de la région. Il mentionne notamment Vendin-le-Vieil. Parce que là, effectivement, ça pourrait être la carrière de tu vois, la carrière de dragon. Là, c'est marqué château de la Baume. Impossible de localiser le site de pétardage avec notre plan. Alors nous allons faire appel à des collectionneurs locaux. Sur l'indication des vieux du village, ils nous emmènent dans un coin de forêt avec leur détecteur de métaux. C'est des gros. C'est vraiment du... La bataille d'Indou.
Le costaud, comme on dit. T'as vu, Pierre? Viens voir ici. Viens, Là, ouais. il y a un gros but. Là, Ah oui. là c'était le gros but. Mais là, c'est du beau. En plus, il y a encore un baguette dessus. Non, non, le gros but, là. Oh là là. C'est du gros. Ah, ça, c'est du gros. Moi, 30 kilos, moi. Cet obus n'a pas explosé, mais nous sommes bien sur la zone de pétardage. Nous effectuons des prélèvements de terre jusqu'à 80 cm de profondeur pour les envoyer dans un laboratoire d'analyse. 15 jours plus tard, les résultats tombent. 5,6 microgrammes de perchlorate. C'est énorme pour une substance qui n'existe pas à l'état naturel dans le sol. L'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a même mesuré jusqu'à 40 microgrammes par litre dans les robinets de Vendin-le-Vieil. Presque 10 fois la norme admise pour un enfant. Le lien entre pollution au perchlorate et les zones de pétardage semble aujourd'hui avéré. Le perchlorate n'est pas la seule substance nocive contenue dans les vieux obus de 14-18. On trouve aussi du mercure, du cuivre, de grandes quantités de plomb et d'antimoine. Les métaux lourds. Des substances massivement produites par les usines d'armement et l'industrie depuis le début du XXe siècle. Les métaux lourds aussi peuvent se diffuser dans la nappe phréatique. Ils se retrouvent alors dans les légumes que nous mangeons. Leur toxicité est aujourd'hui bien connue. Le grand problème avec ces métaux lourds, c'est qu'ils sont en général neurotoxiques, c'est-à-dire qu'ils abîment le cerveau. Ils passent, en général, on les inhale, ou ça peut être au toucher, ou on les avale. Mais le problème, c'est qu'ils arrivent à passer les barrières qui protègent le cerveau. Ils vont se loger dans les neurones, où ils font des dégâts, où ils s'incrustent très longtemps, pendant 20 ans, 30 ans ou plus. Selon les scientifiques, les métaux lourds joueraient un rôle dans les maladies type Parkinson ou Alzheimer. Direction Nancy. Au CHU, nous avons rendez-vous avec des malades qui pourraient être de lointaines victimes de la guerre de 14-18. Ça va s'améliorer, vous avez le mieux au niveau du poids. Cette patiente, qui souhaite rester anonyme, souffre d'une affection digestive très douloureuse qu'on appelle la maladie de Crohn. Le professeur Perrin Biroulet est l'un des spécialistes mondiaux de cette affection. Votre maladie, en fait, elle avait été diagnostiquée en quelle année précisément? En 2001. Et elle a été diagnostiquée à quelle occasion? Comment vous en êtes aperçu? Diarrhée, tout le temps des diarrhées qui ne se passaient pas. Au début, on a cru à une gastro-entérite. La maladie de Crohn, oui, c'est de la fièvre. Donc, pour ma part, je montais à 39 tous les jours. Donc, couché et je ne mangeais plus. D'après les scientifiques, la maladie de Crohn serait causée par la diffusion des métaux lourds dans la nature, dans les zones d'industrialisation massive. Mais la France présente une particularité surprenante. Au nord, en rouge, une bande concentre les 2/3 des malades. La zone des combats en 14-18 et 39-45. Pour ces deux chercheurs, ce n'est sans doute pas une coïncidence. On voit que le risque relatif en France d'avoir une maladie de Crohn, là où il est maximal, et ben voilà, c'est ici, l'Alsace-Lorraine jusqu'à Verdun, le nord de la France et puis la Normandie, finalement, c'est là les zones où on retrouve la fréquence la plus élevée de la maladie de Crohn. Mais la pollution, on le voit au niveau industriel, mais on peut aussi présupposer, avoir une suspicion sur d'autres pollutions. Et donc, à ce titre, les pollutions de guerre peuvent en faire partie. Si les pollutions de guerre sont encore mal connues, c'est que le sujet est tabou. Pourquoi ? L'agriculteur Jean-Luc Pamard nous l'avait expliqué. Les champs pollués, c'est un problème colossal. Est-ce qu'un jour il faut empêcher de cultiver les pommes de terre dans le nord de la France? Je ne vous raconte pas le problème. Il n'y a plus de frites en France. Voilà. Parce que la Somme, le Nord-Pas-de-Calais, tout ça c'est les champs de bataille. Donc, dites pas ça à la télévision, parce que après ma terre elle vaut plus rien et je pourrais plus la revendre. Pour les gens du pays, comme pour notre collectionneur, cette terre polluée, c'est un secret de polichinelle.
Voilà un obus qui a 90 ans. Il y a là-dedans 310 plombs de 10 grammes. Alors, vous voyez la pollution. Quand on en parle, maintenant, il ne faut pas la crier sur les toits. Au ministère de la Défense, silence radio. Le sujet est sensible. Malgré nos nombreuses demandes, nous n'avons pas réussi à obtenir une interview. Nous décidons d'interpeller le ministre Jean-Yves Le Drian à l'occasion d'une inauguration. Ça fait 3 mois qu'on essaie d'avoir quelqu'un du ministère de la Défense qui réponde à nos questions. Personne ne veut. Vous voyez avec le service com, mais là aujourd'hui il n'y aura rien. On a demandé au service com, on a des... Je vous le dis juste que voilà, soit ça se passe bien et on y va tranquillement, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de questions. Quand le ministre s'approche, nous tentons notre chance. Je voudrais vous poser une question. Non, vous allez célébrer le centenaire de 14-18, monsieur le ministre. Allez, monsieur, spécial investigation. J'ai fait un discours, prenez mon discours. Est-ce que vous allez... Juste une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Plus vous insisterez, moins vous aurez un rendez-vous officiel. C'est logique aussi. Plus vous cassez les pieds à quelqu'un en insistant, moins il vous autorise ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là, ça fait 3 mois qu'on demande et on n'a toujours pas de réponse. On voudrait savoir mais comment... Mais c'est pas moi, je suis de la sécurité. Vous voyez avec la communication. Après ce tournage, nous finissons par décrocher une interview. Pas avec le ministre, mais avec son directeur de la communication. Direction l'école militaire pour 10 minutes d'entretien. Pierre Bayle admet que la pollution est un problème insoluble. On ne sait pas jusqu'à quelle profondeur il y a des munitions et on n'imagine pas creuser sur vous voyez, la longueur de la zone, de la Picardie jusqu'au Bas-Rhin. On ne va pas retourner tous les terrains à 15 mètres de profondeur. Cette impuissance des pouvoirs publics, un homme l'affronte depuis 30 ans. Et pas n'importe qui. Cet homme, c'est Marc Laffineur, député maire d'Avrier, près d'Angers. Il nous amène au bord du lac de sa ville, le lac Bleu. En apparence, un petit coin de verdure bucolique. Mais ne vous y fiez pas. Sous l'eau, voici ce qu'on trouve. À 35 mètres de profondeur, des caisses contenant 4 millions de grenades bourrées de métaux lourds. Abandonnées ici par les belligérants à la fin de la guerre. C'est vrai que c'est une très grande préoccupation pour la commune. Disons que les grenades qui sont là depuis 100 ans maintenant, eh bien, elles se sont dégradées et il n'y a plus de danger si ce n'est la pollution. La première fois que Marc Laffineur a demandé l'aide de l'État pour dépolluer le site, c'était en 1983. Il a dû attendre 14 ans pour que les opérations commencent en 1997. Un chantier titanesque. Les engins de levage extraient 40 tonnes de munitions rouillées. Une infime partie de ce qui est au fond. Mais au bout de quelques mois, tout s'arrête, faute de crédit. 4 ans plus tard, l'élu pousse un coup de gueule à l'Assemblée nationale. Ma question est simple, où en sont aujourd'hui donc les promesses de l'État? Les Avriers peuvent-ils espérer la poursuite rapide de la dépollution du lac Bleu? Merci monsieur le député. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Daniel Vaillant, le ministre, va botter en touche. Moi, je veux prendre des engagements qu'à la hauteur des capacités qui seront celles du ministère, notamment que je dirige, de pouvoir les tenir. Merci monsieur le ministre. Monsieur Laffineur. Bien, monsieur le ministre, je sais que ce problème n'est pas facile, mais évidemment, je peux difficilement me satisfaire de vos réponses qui laissent entrevoir que il n'y a rien qui va se passer d'ici de très nombreuses années. Bien vu. Pendant 5 années supplémentaires, rien ne bouge. Jusqu'au printemps 2006. Les opérations sont enfin relancées, 23 ans après la première alerte. Depuis, chaque année, pendant une petite semaine, en octobre, les plongeurs remontent des vieux obus. Tous les ans maintenant, il y a environ 1 tonne de munitions qui sont retirées. Si on voulait retirer toutes les grenades
à la vitesse à laquelle on va, il y en a pour plusieurs milliers d'années. Effectivement, selon nos calculs, la dépollution du lac d'Avrier s'achèvera dans 27 siècles. Les vestiges de 14-18 ne diffusent pas seulement leur poison dans les sols et les lacs. Ils peuvent aussi avoir des conséquences beaucoup plus explosives. Direction Toulouse. À seulement 2 km du centre-ville, nous retrouvons deux riverains, Pierre Grésillot et Kathleen Beau. Cette zone militaire est interdite au public, mais pour y pénétrer, ce n'est pas très difficile. Tiens, la clôture, c'est bien qu'ils aient rien mis en dessous. On va pouvoir passer là, je crois. Impeccable, impeccable. Voilà, c'est bon. Allez. Il faut plier les genoux et la descente. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut y aller une jambe après. Dans le trou après. Impeccable. Ben, c'était pas terrible. Hein. Ça descend jusqu'en bas, hein, jusqu'au pied. Donc ici, ça peut être un peu inondé hein, cet hiver. Il y en a par terre. Au bord de cet étang, des petites bandelettes oranges apparemment anodines. En fait, des explosifs, de la nitrocellulose. Ces bandelettes-là, elles vont servir pour exploser à l'intérieur des obus, tout simplement. Oh, le stock qu'il y a. Je n'avais pas souvenir d'avoir vu comme ça autant. C'est un petit explosif. Dans la région, on appelle ces bandelettes le bois qui pète. En cas d'étincelle ou même de petits chocs, elles peuvent exploser. Démonstration en laboratoire. La nitrocellulose n'explose pas quand elle est humide. C'est pourquoi, à la fin de la guerre, l'armée a immergé les bandelettes dans l'étang. Effectivement, ça doit être toujours maintenu dans l'eau. Ils doivent rester dans l'eau. Or, nous, on marche dessus. Voilà. Au fil des ans, les caisses se sont détruites au fond de l'eau. La menace est connue depuis longtemps, très longtemps. On a des articles de l'époque des années 20. Il y en a un qui date du 25 mai 1923, de l'Express du Midi, qui est le premier à nous parler d'une promesse de dépollution totale du site. Et voilà, la promesse est tenue, apparemment pas. Donc toutes les bandelettes sont encore là. Voilà, on attend. C'est dangereux, mais apparemment, c'est pas une urgence. Au ministère de la Défense, on temporise. Quand est-ce que ça va être traité? Parce que les riverains attendent. Alors, effectivement, il y a une évaluation qui est faite. Je ne vous cacherai pas que tout ça a un coût. Tout traitement industriel a un coût. À partir du moment où on connaît les données du problème, on connaît les données techniques, ben, tout ça, c'est, j'allais dire, soluble, oui, à condition d'avoir le budget, tout simplement. Il faut avoir les budgets pour ça. Combien y a-t-il de bois qui pète à évacuer? Difficile à dire. 5000 tonnes selon l'armée. Beaucoup plus, selon le préfet de la région Midi-Pyrénées. Auditionné à l'Assemblée nationale en 2001, il donnait une estimation de 45 000 tonnes, 10 fois plus que le chiffre officiel des militaires. Et les bandelettes inflammables ne sont pas le seul problème du site. Pour le comprendre, il faut regarder une carte. En vert, la zone militaire avec les étangs à dépolluer. Elle fait partie d'un terrain plus vaste qui a longtemps abrité les poudrières nationales. Des usines d'armement créées en 1852 pour produire des explosifs sur 120 hectares. Durant la Première Guerre mondiale, des milliers d'ouvriers s'y relaient 24 heures sur 24. En 1918, on produit ici jusqu'à 500 tonnes par jour de nitrocellulose, la substance des bandelettes explosives. Ces quantités industrielles ont pu s'infiltrer dans le sol, bien au-delà des étangs, selon certains spécialistes. C'est la conviction de René Teller, spécialiste du déminage en France.
Dans le sous-sol, il y a donc des forts risques de présence de nitrocellulose qui se sont infiltrés dans le sous-sol suite aux canalisations défectueuses sur des décennies, qui se sont donc déposés dans les cavités souterraines qui constituent le sous-sol du site. Un événement a confirmé récemment cette hypothèse. Pierre Grésillot, le riverain, nous amène à 800 mètres des étangs de l'armée. Et maintenant, sur la droite, toujours sur les anciens terrains de la poudrerie, on va arriver vers une petite usine de cartonnage. C'est la société Sacapac. L'entreprise Secapac se trouve au sud du site, sur une ancienne zone de stockage d'explosifs. En 2011, une explosion dans ces locaux va avoir un écho national. Le 13 décembre dernier, un début d'incendie se déclare dans les locaux de cette fabrique de carton. Les secours pensent d'abord à un court-circuit électrique pour expliquer le départ des flammes, mais ils découvrent qu'il s'agit en fait d'une explosion. Les démineurs ont trouvé dans le sous-sol, au-dessous de la dalle de béton de l'entreprise, des petits cylindres constitués de nitrocellulose. L'explosion n'a fait aucune victime. Elle a eu lieu à 22 heures. Mais la déflagration a été si puissante qu'elle a soulevé des rouleaux de papier de plusieurs tonnes. Si un terrain qui contient de la nitrocellulose est donné à un industriel qui, lui, pour bâtir des bâtiments, commence à sécher, et met une dalle de béton au-dessus, la chaleur ne pourra pas partir, et peut-être qu'un jour, il y aura suffisamment de nitrocellulose pour amorcer une mise à feu spontanée, hein, et à ce moment-là, un soulèvement de dalle. Et c'est ce qui s'est passé, selon vous, à Sacapac ? Nous, c'est ce qu'on pense que c'est plutôt ce qui s'est passé dans cette société, oui. Une autre explosion a eu lieu dans cette zone. Au nord de Secapac, une explosion autrement plus dramatique. Une véritable catastrophe industrielle dont le nom est resté dans les mémoires. AZF. 10h20 ce matin, une énorme déflagration fait trembler Toulouse et ses environs. L'usine chimique AZF du groupe Total Elf-Fina, où étaient produits de l'acide nitrique et des nitrates industriels, essoufflés en quelques secondes. Bilan, 31 morts, 20 000 blessés et 1,3 milliard d'euros de dégâts. Jouxter la poudrerie de la société des poudres explosives. La cause de la tragédie d'AZF pourrait-elle se cacher dans le sous-sol, comme à Secapac? C'est l'avis d'Hubert Seillant, docteur en droit spécialisé dans les risques industriels, et de Laurent Jacob, polytechnicien et ingénieur retraité de l'armement. Il y a un entrepreneur local qui était chargé d'entretenir l'installation d'AZF et qui a démontré que la forme des talus, etc., nécessitait une explosion souterraine initiale. Pour ces spécialistes, l'explosion d'AZF aurait pu être provoquée par de la nitrocellulose de 14-18, comme à Secapac, ou par un vieil obus oublié dans les sous-sols. Ces hypothèses n'ont pas convaincu la justice, qui a conclu à une déflagration au-dessus du sol à cause d'un mélange accidentel d'ammonitrate et de chlore dans un entrepôt. Mais Laurent Jacob et Hubert Seillant ne désarment pas. À l'appui de leur thèse, ils évoquent une troisième explosion. Elle serait survenue à quelques centaines de mètres d'AZF, quelques années après le drame. L'information n'a jamais été révélée au public. Ah bonjour, comment ça va, c'est Hubert Seillant. Pour nous prouver leur dire, Hubert Seillant et Laurent Jacob appellent l'un des experts qui a travaillé sur le site. Ce sont des ouvriers qui lui avaient rapporté l'incident. En réalité, en faisant des travaux à la pelle mécanique, ils sont tombés sur des produits qui ont explosé. Et la pelle mécanique a sauté en l'air, pas très haut, mais enfin elle a sauté. Le gars a été commotionné, il n'a pas été blessé, etc. Ils ont fait des recherches à l'époque et
c'était du fulmi-coton qui datait de la guerre de 14-18 qui avait été enterré là. La pelleteuse, AZF, Secapac. La zone de l'ancienne poudrerie est décidément bien instable. Malgré cela, en juin 2014, un centre de recherche contre le cancer s'est installé sur les anciens terrains de Total AZF, qui a quitté les lieux. L'apparition de cette oncopole a permis de créer 1200 nouveaux emplois sur la zone industrielle. Un développement économique dont se félicite la mairie de Toulouse. Ça donne un nouvel élan, véritablement un nouvel espoir et qui remplace effectivement le site d'AZF jadis. Hein. Sur une zone polluée, c'est quand même... on soigne le cancer sur une zone polluée. Le site lui-même a été dépollué. Hein. Après la catastrophe d'AZF, où se situe aujourd'hui l'Oncopole, le site a été dépollué. Dépollué certes, mais parfois de façon superficielle. Pendant les travaux, les entreprises de BTP ont eu pour consigne de ne pas creuser de trous aux abords des bâtiments et de mettre les arbres dans des pots. L'adjoint au maire finit par admettre qu'il y a toujours des risques. Effectivement, si on veut mettre des arbres, on doit les mettre dans des bacs, hein, ça c'est normal, pour éviter, évidemment, on ne sait jamais, ce sont toujours des mesures de précaution, hein, avec les sols, etc., on ne sait jamais. Le site de l'ancienne poudrerie est si gigantesque qu'une dépollution systématique est probablement impossible. Il faudra donc apprendre à vivre ici, avec l'héritage de 14-18. Cela fait maintenant près de 6 mois que nous sillonnons les routes de France. À ce stade de notre enquête, nous allons découvrir un autre secret des pollutions de guerre. Un secret encore plus terrifiant. Celui qui entoure les armes chimiques. Aussi incroyable que cela paraisse, il existerait en France des décharges sauvages d'armes chimiques disséminées un peu partout dans la nature. Nous sommes en Auvergne, près de Moulins. Nous avons rendez-vous avec Didier de Virs, un habitant de la région, un jardinier paysagiste devenu lanceur d'alerte. Oui, c'est moi-même. Didier de Virs nous amène sur une petite route qu'il emprunte régulièrement. Voilà, donc là on est sur la départementale, on est sur l'entrée nord du site. Et puis voilà, vous avez un premier panneau qui vous dit attention, dans 200 mètres, vous n'avez même pas le droit de stationner, surtout vous n'avez pas le droit de vous arrêter. C'est surprenant quand vous arrivez dans un bois, dans une forêt, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est vrai que ça fait tout drôle, ça fait froid dans le dos. On a un panneau, danger de mort, posé sur un grillage comme ça. Selon lui, il y aurait des obus chimiques de 14-18 entassés à seulement quelques mètres de la route. Alors ce qui est impressionnant, c'est l'état de la clôture. Alors ici par exemple, là on voit que je vais descendre dans le fossé. Voilà. Là on s'allonge, on passe dessous, sans problème. Et les obus, ils sont où? Ah bah les obus, ils sont pas loin, vous voyez, ils sont à peine 5-8 mètres, même pas. Là, on aperçoit un tas de terre recouvert de mousse. Bah dessous, il y a les fameux obus. Ils contiennent le gaz moutarde, l'hypérite. L'hypérite, un gaz expérimenté pour la première fois en 1917 par les Allemands. Il est si dangereux que les soldats portent des masques pour manipuler les obus. Et quand les munitions explosent, l'hypérite brûle les yeux, la peau et les poumons. On met un gros coup de bâton, une balle perdue, on ne sait pas ce que ça peut faire dans un tas comme ça. Cette décharge sauvage,
L'homme qui l'a découverte, en 1993, c'est René Teller, ancien directeur technique du déminage en France. Nous avons été les premiers surpris, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver des gisements d'obus chimiques aussi loin à l'arrière, presque au milieu de la France. En 1993, un démineur a été envoyé sur les lieux. Nous l'avons retrouvé. À l'époque, il travaillait pour la sécurité civile. On sonde pour savoir sur quelle étendue, et encore au pif, avoir une petite idée. Bon, si ça dépasse les possibilités d'intervention, on dit de toute façon, c'est pas dans ma bagnole que je peux les embarquer. Donc là, c'était le cas. Bah oui, bien sûr. Oui, mais... Résultat, depuis 1993, les obus chimiques sont toujours là. Seule mesure prise, ce panneau et un grillage. Nous allons jeter un œil de l'autre côté. Ça fait 30 à 40 mètres. Donc là-dessous, il y a des obus à gaz. Combien d'obus exactement? Pour le savoir, nous nous rendons aux archives départementales de l'Allier. Et rapidement, nous tombons sur un document incroyable. Un plan dessiné à la main, représentant un dépôt de munitions toxiques de part et d'autre de la petite route départementale. 11 îlots de stockage contenant chacun des milliers d'obus chimiques. 85 000 au total. Sur cette photo aérienne de 1946, on distingue nettement la route et les îlots de stockage dans la forêt. Après-guerre, l'État français a fait appel à un ferrailleur pour détruire tous ces obus chimiques. Mais en manipulant les munitions, de nombreux ouvriers sont tombés malades. Un article rapporte « Du matin au soir, des hommes travaillent dans un bain d'hypérite ». Un autre parle d'un camp de la mort lente. On comptabilisera une centaine d'accidents du travail et en 1951, le chantier s'arrête. Les obus restants ont été laissés sur place. Ceux que nous avons retrouvés faisaient partie de l'îlot numéro 9, 3400 obus chimiques. 160 tonnes de bombes qui rouillent depuis des décennies sous une fine couche de terre, derrière un simple grillage. À la mairie de la commune voisine, on est parfaitement au courant de l'existence de cette décharge sauvage. Pour le maire, tout est sous contrôle. Ça fait 20 ans que... Asseyez-vous aussi. Ouais. Ça fait 20 ans que ça a été trouvé, vous en avez peut-être marre quand même, non, que ce soit là? Non, parce que si vous voulez aujourd'hui... Attendez, que je reprenne quand même mon dossier. Alors, hop. Non, parce que pour moi, le problème, il est réglé aujourd'hui. On a eu depuis que je suis maire, donc depuis 2001, j'ai interpellé la préfecture là-dessus. Aujourd'hui, en cas de problème, si par exemple il y avait une fuite, j'espère que ça ne fuira pas, il y a une zone d'exclusion de 50 mètres. Vous avez peut-être été voir, sur place, grillagé. La préfecture régulièrement passe pour voir qu'il n'y ait pas trop dans le grillage, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Une zone d'exclusion de 100 mètres, c'est ce qui interdit de s'arrêter, d'accord? Et une zone d'évacuation d'1 kilomètre. Et dans un rayon d'1 kilomètre, j'ai une famille que je connais, et si par hasard on me disait faites évacuer la zone, je vais voir cette famille, je lui sonne d'évacuer les lieux, et puis c'est tout. Et ensuite, il y a une zone de confinement et d'alerte à 5 km. Alors 5 km, c'est quand même beaucoup plus grand. Hein. Il y a d'autres communes qui sont concernées, Neuilly-le-Réal, il y a Chapeau, il y a un peu Toulon, il y a principalement Montbeny, mais bon, je vois pas pourquoi on en arriverait là. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est ce que je demandais à la préfecture, et non pas que la responsabilité puisse être mise sur moi. Vous trouvez ça normal quand même qu'au bout de 20 ans, ils vous aient pas enlevé les obus? Vous savez, il y en a... Bon, pourquoi? Parce que c'est dans l'Allier, mais sinon, prenez dans le nord de la France, il y en a partout, il y en a dans toutes les communes. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, on n'a pas les moyens techniques de détruire ces bombes. On m'a parlé que ça serait possible à partir de 2016. Donc en attendant 2016, espérons qu'il n'y aura pas de fuite, quoi.
Merci, merci monsieur le maire. Merci. 2016, c'est l'année d'ouverture de la première usine de destruction d'armes chimiques en France. Elle se trouvera dans l'Aube, près de Troyes. Mais pour l'instant, c'est encore un gigantesque chantier qui a pris beaucoup de retard. Les Allemands, eux, disposent déjà d'installations similaires depuis 15 ans. Alors pour voir à quoi ressemblera notre usine de destruction chimique, nous sommes allés à Münster, où se trouvent les installations allemandes. Ici, on récupère les vieux obus chimiques. On les vide et on brûle les substances toxiques dans des fours. Une fois par an, la presse est convoquée pour un point d'information. En attendant que la France soit équipée d'une usine similaire, la petite quantité d'obus chimiques déjà ramassés est entreposée dans un camp militaire spécialisé, à Suippes, dans la Marne. Ici, les démineurs collectent 500 tonnes d'obus par an. Les munitions classiques sont placées dans un trou pour les faire exploser. Attention pour le tir. 3, 2, 1. À l'autre bout du camp, on trouve les armes chimiques. Impossible de les faire exploser, évidemment. Alors, pour l'instant, elles sont conservées dans des conteneurs réfrigérés. Ces dissoutes, elles sont sécurisées. Elles étaient faites à l'origine pour stocker des missiles nucléaires. Donc, vous voyez un peu l'efficacité dissoute. Ce n'est pas des hangars en tôle. Elles se déportent blindées et on a des systèmes de détection pour le chimique. En théorie, le camp de Suippes est censé récupérer toutes les armes chimiques retrouvées en France. Mais quand nous parlons de la décharge sauvage de Moulins à Pierre-Yves Chanot, à notre grande surprise, il n'est pas au courant. Et comment vous avez récupéré des choses comme ça que nous, on n'a pas? Vous avez trouvé des anciens qui ont bien voulu vous parler ou... Mais comment on peut récupérer ça? Nous, on les a pas. On a fouillé dans les archives. Les archives, mais les archives de... Les archives départementales. Puis nous lui montrons aussi l'interview du maire. J'ai interpellé la préfecture là-dessus. Moi, on m'a parlé que ça serait possible à partir de 2016. Donc en attendant 2016, espérons qu'il n'y aura pas de fuite. J'aimerais bien qu'on ait eu l'info. Oui, j'aurais préféré qu'on l'ait. Ben, on l'a pas. Voilà, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Je n'en sais rien. Est-ce que à d'autres endroits ils l'ont à l'intérieur? Je n'en sais rien. Donc moi j'ai juste vérifié. J'ai essayé de recouper votre information. C'est vrai que j'aurais aimé l'avoir, mais je l'ai pas. Une autre institution qui aurait bien aimé avoir l'info, c'est l'OIAC, l'Organisation internationale contre les armes chimiques. Depuis 1993, la France est engagée à y déclarer le moindre obus chimique découvert sur son territoire. Début 2014, le président Hollande se félicitait même encore de cette transparence. Il a fallu qu'en 1993, et c'était à Paris, une convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques soit enfin signée. Ce qui oblige la France à être totalement partie prenante de votre organisation. De beaux discours. Mais que valent-ils? Quand nous parlons de la décharge sauvage de Moulins à un responsable de l'OIAC, lui aussi tombe des nues. Donc là-dessous, il y a des obus à gaz. Si ce stock d'armes chimiques est connu des autorités françaises, elles doivent le déclarer au traité. Ça, c'est sûr. Elles ne l'ont pas fait pour le moment. Il faut qu'elle assume ses responsabilités vis-à-vis de la population française, vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de le respect du traité. Donc la France aurait tout intérêt à travailler avec nous en plus grande transparence. Ce n'est pas le cas. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être la culture française qui est différente. Mais en fait, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie travaillent en vraiment toute transparence avec nous. La gestion opaque et anarchique des obus chimiques est une vieille tradition en France. L'épisode le plus incroyable s'est déroulé en Picardie.
dans le cadre enchanteur de la baie de Somme. Une magnifique zone naturelle, accueillant des oiseaux migrateurs et une petite colonie de phoques. Ici, à partir de 1949, et pendant près de 60 ans, l'État français s'est débarrassé de ses bombes de la Grande Guerre. La recette était sommaire. Une palette d'obus chimiques, avec du gaz moutarde, de l'arsenic ou du phosgène, pour 3 palettes de munitions conventionnelles. Pendant des dizaines d'années, la mer a été utilisée comme une machine à laver géante. Le comble, c'est qu'en 1993, la baie de Somme est classée réserve naturelle. Pourtant, les pétardages chimiques vont continuer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le ministre de l'Environnement de l'époque, Michel Barnier, justifiait la poursuite de ces explosions. Dans le décret de création de cette réserve, que je connais bien puisque c'est moi qui l'ai préparé, il a été prévu dans un article 22 qu'on programmerait des tirs pour faire ces explosions. Manque de chance, 3 ans plus tard, sur la côte, l'entrepôt où sont stockés les obus explose accidentellement. C'est un périmètre totalement interdit sur un rayon de 2 km, parce que là-bas, au fond, dans le brouillard, il y avait 67 tonnes de munitions, des vestiges de la Première Guerre mondiale. Une bonne partie a explosé hier, accidentellement. Suite à l'accident qui ne fera heureusement aucune victime, les vieux obus chimiques sont transférés dans un camp de la sécurité civile du Nord-Pas-de-Calais, à Vimy. Ils seront entreposés à l'air libre. Mais 5 ans plus tard, en 2001, nouvel incident. Sous l'effet de la chaleur, les obus rouillés de 14-18 laissent échapper leur gaz mortel. Pour limiter les dégâts, il faut les arroser. Dans une ambiance d'état d'urgence, 13 000 habitants sont évacués. 4 camions réfrigérés emportent les obus sur le camp de Suippes, dans la Marne, où ils se trouvent toujours. Suite à cet incident, le gouvernement comprend qu'il faut accélérer la construction d'une usine de destruction des obus chimiques, comme en Allemagne. Nous avons dégagé les crédits, nous avons cherché les lieux. Je crois savoir aujourd'hui, 12 ans après, et croyez-le bien, ça n'est pas une polémique de ma part, c'est simplement un constat, c'est qu'on n'a pas beaucoup avancé, disons mes successeurs, dans la construction de cette usine. Inertie, opacité, risque pour l'environnement, pour la santé et pour les riverains. La question des pollutions de guerre est un problème que la France ne veut toujours pas affronter. Au terme de notre enquête, nous allons tenter une dernière fois de faire réagir les autorités. Faute de réponse de l'Élysée et du ministre de l'Intérieur, direction le musée de la Grande Guerre, à Meaux, où Manuel Valls, le Premier ministre, participe à une énième commémoration de 14-18. La moustache, elle est d'époque. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement va-t-il laisser des tonnes d'obus chimiques se décomposer encore dans nos forêts? Ah, mais là, on est pour une cérémonie bien particulière. La France est belle quand elle fait se rassembler. Aujourd'hui, c'est un bon moment. Absolument. Monsieur le Premier ministre, on commémore, mais on ne traite pas la pollution créée par cette guerre de 14-18. Votre goût. Aujourd'hui, on est dans un moment qui mérite qu'on célèbre. Il y a quand même des obus, des tonnes d'obus chimiques qui sont encore dans nos sols. S'élever comme pour éviter de regarder ce que l'on a sous les pieds. Les cicatrices de la Grande Guerre dans notre sol n'intéressent décidément pas grand monde. Il n'existe même aucune carte officielle des sites pollués. Alors pour faire bouger les choses, Daniel Hubé, l'hydrogéologue spécialiste du perchlorate, s'est rendu sur la place à gaz. Nous le retrouvons dans la clairière brûlée à l'arsenic, près de Verdun. Il effectue des prélèvements de terre pour voir si une décontamination est possible. La première étape d'un recensement de toutes les zones de combat.
Il a même invité un écotoxicologue allemand spécialiste des pollutions de guerre, Thomas Bossinger. In Germany, you have more than 1,000 sites contaminated by military activities. And in my opinion, the number in France or Great Britain is similar. So it's now time to discover these sites and to look for environmental problems arising from the contamination many decades ago. Il faut que derrière, il y ait une force, je dirais, politique ou un appui qui est effectivement politique et financier pour que ça se fasse, c'est clair. En ce printemps 2014, le français et l'allemand se sont trouvés une cause commune. 100 ans après la Grande Guerre, les anciens ennemis exhument ensemble un scandale enterré, comme pour tourner définitivement cette page de l'histoire.